Bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui, on va continuer donc le chapitre 4. On va poursuivre donc la deuxième séance aujourd'hui du chapitre 4, du cours du chapitre 4 du module, ou bien de la matière mécanique rationnelle assurée aux étudiants de L2, deuxième année licence, spécialité génie mécanique. Alors bien sûr, durant la première séance, il était question de référentiel, c'est-à-dire de repères. On avait parlé du repère cartésien, polaire, cylindrique et sphérique. On avait défini certains paramètres liés au changement de repère. Comment on passe d'une représentation vectorielle d'un repère vers un autre repère mobile par rapport au premier. Voilà. Pour cette fois, donc, on va rentrer dans le vif du sujet de la cinématique, c'est-à-dire on parlera de vitesse et d'accélération. C'est ça la cinématique justement. Dans un premier temps, comme la vitesse, la position d'un point et l'accélération aussi sont des vecteurs, et ce sont pour la vitesse et l'accélération des dérivés de vecteurs, dérivés vectoriels. Donc on commencera d'abord par les dérivés dans un repère. Donc dériver la représentation d'un vecteur dans un repère donné et sa dérivée est dans le même repère. On verra aussi la dérivée d'un vecteur représenté dans un autre repère qui est lui-même en mouvement par rapport au premier. Ensuite, on va définir les vitesses et les accélérations du point. Donc on parlera du cas général du point matériel. Et on prendra, après avoir développé l'essentiel sur le cas général du point matériel, on prendra le cas particulier du solide rigide. Ensuite, il y a des formules de composition des vitesses que vous connaissez déjà. Donc, on sait bien que la vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Par exemple, c'est des choses qu'on connaît comme ça de parole. Donc, on entend parler de ça. Mais on va le voir plus en détail aujourd'hui. Ensuite, on verra le passage tout ceci, donc tout ce que nous allons faire dans un premier temps, ça sera dans un repère cartésien, et on verra comment on va transposer ces informations ou calculer ces vitesses et ces accélérations dans le cas des coordonnées polaires, cylindriques et sphériques. Voilà. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième séance de mécanique rationnelle cinématique du point matériel. Et aussi par la suite la troisième séance où on parlera beaucoup plus des mouvements solides. Voilà. Aujourd'hui c'est un cas général et on parlera du cas particulier du solide. La prochaine fois on parlera que du solide. Bien. Alors c'est quoi? Donc on va définir d'abord la fonction vectorielle. Alors si à toute valeur t d'un intervalle de R, il correspond à un vecteur libre W d'un ensemble de vecteurs, chaque valeur de t, on a un vecteur W. On dit que W est une fonction vectorielle de la variabilité. C'est une fonction vectorielle de la variabilité. Ça veut dire quoi? Par rapport à un repère donné, au RI, au XI, YI, les coordonnées de ce vecteur W, c'est-à-dire XI, YI, seront des fonctions de la variabilité. Ça, c'est une fonction vectorielle de la variabilité. Donc W a ses composantes variables en fonction du temps. Donc ici, les XI, YI et ZI sont liés au repère qui, lui, peut être en mouvement ou fixe. D'accord? Donc maintenant, on va dire qu'il est fixe. Donc, pour nous, c'est la représentation d'un vecteur qui dépend du temps. Les XI, YI, ZI ici ne dépendent pas du temps. Alors, c'est quoi la dérivée d'une fonction vectorielle? Donc, on a déjà parlé de ça dans le premier chapitre de rappel mathématique, la dérivée vectorielle, on connaît ce que c'est. Alors, soit une fonction vectorielle W de t, définie et continue dans l'intervalle AB, on dit que W de t est dérivable au point t0, à l'instant t0, appartenant à l'intervalle AB, si W de t0, de t moins W de t0 sur t moins t0 admet une limite quand t tend vers t0. Je répète encore une fois, la différence entre Wt
et W à l'instant T moins W à l'instant T0 divisé sur T moins T0, sa limite existe, elle n'est pas infinie, existe quand T tend vers T0. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle, donc c'est le principe de la dérivée. En chaque point de l'intervalle de AB où cette dérivée est définie, se trouve définie une fonction vectorielle que l'on désigne par W' de t. Alors W' de t est égal à d de W t sur dt. C'est la dérivée du vecteur W par rapport au temps. Son expression, là aussi, c'est des choses que nous avons vues au chapitre 1. Avec cette expression, lorsque je dérive, ça sera la dérivée des composantes. Donc là, ce sont les composantes xi, yi et zi qui dépendent du temps. Ici, elles vont être simplement dérivées. C'est xi dérivé, yi dérivé et zi dérivé par rapport au temps. Donc là aussi, il y a quelque chose qui manque dans la formule. C'est dt ici. Voilà. Très bien. Donc je disais di sur d, dw t sur dt, c'est-à-dire la dérivée dans l'intervalle ri, c'est la dérivée des composantes de ce vecteur. Bien. Ça, c'est un théorème. Le vecteur dérivé d'une fonction vectorielle w de t a pour composante sur la base ri, x, y, z, i, indépendante de t. Les dérivées des composantes de w de t. La dérivée de, encore une fois, je vais corriger, je ne l'ai pas remarqué. Donc, je disais, donc la dérivée d'une fonction vectorielle est égale à la dérivée des composantes de cette fonction vectorielle dans une base qui est indépendante de t, c'est-à-dire la dérivée de x, y, z, de vecteur unitaire xi est nul, donc xi est indépendant du temps, et vecteur yi, vecteur unitaire aussi zi sont indépendants du temps, et donc on ne va pas les dériver, leur dérivée est un vecteur nul. Très bien. Donc, ça c'est la dérivée d'un vecteur défini dans un repère, et la dérivée est effectuée dans le même repère. Donc on dérive dans le repère i les composantes définies dans le même repère. Alors les propriétés de la dérivée d'une fonction vectorielle, nous l'avons aussi vu dans le premier chapitre. La dérivée d'un vecteur constant, instant est nulle. Dérivée d'une constante, ou bien un vecteur formé par des constantes est nul. On peut aussi utiliser, comme ici, le changement de variable. La dérivée par rapport à une variable t est égale à on peut utiliser une autre variable u. Et à ce moment-là, c'est du sur dt, la dérivée de u par rapport à t, multipliée par la dérivée de w par rapport à u. D'accord? Donc là, c'est changement de variable. La dérivée de la somme de deux vecteurs est égale à la somme des dérivées. Là aussi, on l'a vu. D de u plus v est égal à du sur dt plus dv sur dt. La dérivée d'un produit entre un scalaire et un vecteur est égale à la dérivée donc, du scalaire fois le même vecteur plus le produit du scalaire fois la dérivée du vecteur. Donc ici, la dérivée est distributive. La même chose pour le produit scalaire. La dérivée d'un produit scalaire de deux vecteurs est égale à la dérivée du premier scalaire, le deuxième vecteur, plus le premier vecteur scalaire, la dérivée du second vecteur. Aussi, pour le produit vectoriel, nous l'avons aussi vu, la dérivée d'un produit vectoriel de deux vecteurs est égale à la dérivée du premier vectoriel, le second vecteur, plus le premier vecteur vectoriel, la dérivée du second vecteur. Là, c'est les propriétés de la dérivée d'une fonction vectorielle. C'est un rappel aussi, on a déjà vu tout cela durant la première séance, justement. Voilà.
Dérivé dans RI d'un vecteur exprimé dans le repère RK variable. Donc il faut bien voir qu'il est variable. Donc le repère RK est variable. Ça veut dire que XK dépend du temps, YK dépend du temps et ZK dépend de T. Bon, ici, je l'appelle temps, je n'aurais pas dû l'appeler le temps, c'est une variable T seulement. Hein. Donc, ça sera pour nous en mécanique, en cinématique du temps, mais pour le moment, il s'agit de vecteurs. Je ne parle pas d'autre chose. Donc, on va dire d'une variable T, tout simplement. Donc, W de T est égal à XK, qui est en composante dans le repère RK, suivant les vecteurs unitaires qui sont aussi variables XK, YK et ZK. Alors si je dérive maintenant par rapport au repère I, que je considère par exemple comme fixe, c'est-à-dire qui ne varie pas, ces composantes ne dépendent pas du temps, ces vecteurs unitaires ne dépendent pas du temps. Par contre, RK, ces vecteurs unitaires dépendent du temps. Ce n'est pas leur module qui dépend du temps, leur module il est toujours constant C1, mais il varie, c'est son orientation qui varie. D'accord. Alors, si je dérive maintenant ce vecteur, on donne quoi? La dérivée des composantes de ce vecteur, ça nous donne la dérivée des composantes, comme tout à l'heure, plus chaque composante est multipliée par la dérivée du vecteur unitaire par rapport à I. Donc c'est les dérivés de XK, YK et ZK portés suivant les vecteurs unitaires XK, YK, ZK. Et ensuite, on ajoute la dérivée, la valeur de composante suivant XK fois la dérivée de X du vecteur XK. Même chose suivant X, YK et ZK. Ça nous donne enfin ceci qui représente donc la dérivée dans le même vecteur, dans le même répertoire. C'est comme si on a dérivé exactement par rapport à K. Donc ça représente ceci. Donc, ce que voilà. Donc c'est la dérivée dans le repère RK plus les composantes du vecteur WK suivant les directions dérivées de XK, YK, ZK. Donc à ce moment-là, nous serons tenus de déterminer maintenant ces dérivés. Donc ces trois dérivés doivent être calculés pour déterminer justement la dérivée du vecteur. Alors on va pour chercher justement ces trois dérivés, on va prendre le cas du repère orthonormé. Donc on travaillera tout le temps avec des repères orthonormés, c'est-à-dire c'est des vecteurs unitaires et orthogonaux. Des vecteurs unitaires et orthogonaux, d'accord, de sens direct. Et nous allons voir ce que ça veut dire sens direct, c'est-à-dire on va voir sur les dérivés. Alors ils sont d'abord unitaires, ça veut dire ceci, ça veut dire que xk scalaire xk, ça nous donne ce modulo carré égal à 1. Vecteur YK, scalaire vecteur YK, ça nous donne x, c'est modulo carré égal à 1, etc. Même chose pour ZK. Donc ça veut dire que ce sont des vecteurs unitaires. Et si je dérive ces fonctions, si je dérive par exemple cette première équation, sa dérivée, ça nous donne quoi? C'est la dérivation dans le repère RI de ces formules donne la dérivée de la première équation est égale à 2 fois, c'est simplement la dérivée, on avait vu la dérivée d'un produit scalaire, c'est le vecteur dérivé, c'est la dérivée du vecteur scalaire, le deuxième vecteur, plus le premier vecteur scalaire, la dérivée du second, et comme il s'agit du même vecteur, ça nous donne 2 fois xk scalaire dxk sur dt. D'accord? Voilà. Donc ici, c'est la dérivée de xk scalaire, vecteur xk scalaire, vecteur xk. D'accord? Très bien. Égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceci qui est nul. Alors, soit que la dérivée, nous savons que xk, il n'est pas nul, c'est un vecteur unitaire.
il n'est pas nul. On sait que c'est un vecteur qui a un module égal à 1 qui tourne, qui se déplace et qui tourne. Donc il n'est pas nul. Ça veut soit sa dérivée donc est nulle, soit que le vecteur x, sa dérivée est perpendiculaire, soit que lorsqu'on a un produit scalaire qui est nul, ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires ou l'un des deux est nul. Donc ici, soit qu'ils sont perpendiculaires. Alors comme xk n'est pas un vecteur fixe, donc sa dérivée aussi, seule possibilité, sa dérivée n'est pas nulle, puisqu'il est variable, sa dérivée dépend de la variabilité, donc sa dérivée n'est pas nulle. Donc il nous reste simplement le cas où la dérivée de ce vecteur est perpendiculaire au vecteur lui-même. Donc là, c'est le résultat. Et pour chacun des cas, on fera la même chose pour la dérivée de d'yk et la dérivée de zk. Ce sont toujours perpendiculaires respectivement à yk et zk. Donc on peut écrire la dérivée de xk par rapport à t est un vecteur perpendiculaire à xk, ça veut dire qu'il n'a pas de composante suivant xk. La dérivée de yk est perpendiculaire à yk, donc il n'y a pas de composante suivant yk. Et la dérivée de zk est perpendiculaire à zk, donc il n'y a pas de composante suivant zk. C'est pris, donc c'est un vecteur compris dans le plan x, k, y. Très bien. Donc ça nous donne des inconnus. Donc nous avons A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 1, A2, 3, A3, 1 et A3, 2 à déterminer pour trouver justement ces dérivés. D'accord? Donc pour ces dérivés, il nous reste à compléter avec ces 6 inconnus. Il faut déterminer. Alors, nous savons que les AIJ, c'est-à-dire A1, 1 est nul, A2, 2 est nul, A3, 3 est nul. Les AIJ, AII, si vous voulez, AII égale 0. Donc, ils sont nuls. Alors, d'autre part, nous savons que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux perpendiculaires est nul. Ça veut dire que xk scalaire yk, puisque c'est un repère orthogonal, orthonormé, donc c'est nul, yk scalaire zk égale 0 et zk scalaire xk égale 0. On va dériver aussi ces formules. La dérivation dans le repère i de ces formules donne, donc si je prends cette première équation et que je dérive, la dérivée d'un produit scalaire est égale à la dérivée du premier scalaire et le second, plus le premier scalaire, la dérivée du second. Donc dxk sur dt scalaire yk plus xk scalaire dyk sur dt. Il est égal à 0. Donc elle est égale à 0. Cette dérivée est nulle. Et si je dérive ça, ça veut dire, je remplace ce que nous avons obtenu tout à l'heure. Donc on avait trouvé déjà dxk sur dt qui est égal à 1 2 yk plus a1 3 zk. C'est des inconnus que nous avons posés nous-mêmes. Donc je remplace par sa valeur. Donc ça c'est la dérivée de xk. Et ça c'est la dérivée de yk. Ça nous donne quoi? Ça donne tout simplement d'abord ça égale à 0. Donc, et aussi ça égale 0. D'accord? Donc nous avons A1 2 plus A2 1 égale 0. Donc les composantes suivant xk, donc A2 1 est égal moins A1 2. Donc c'est les composantes suivant xk, y. Comment on peut déterminer ces composantes? Alors, yk scalaire xyk est nul. Donc, yk scalaire yk est égal à 1. Donc, ça nous donne quoi? C'est a1, 2. Et zk scalaire yk égale 0. Donc, ça, c'est yk scalaire yk, c'est 1. On avait du zk scalaire yk égale 0. Donc on le voit ici. Donc zk scalaire yk égale 0. Donc ça on va le perdre. Et ici xk scalaire
xk, ça nous donne 1, donc on va avoir ceci. Et xk scalaire zk, c'est zk scalaire et xk, donc est égal à 0. Donc, nous avons quoi? Ceci, ça nous donne a1,2 plus a2,1 égale 0, ce qui nous donne a2,1 égale moins a1,2. D'accord? Donc, je répète encore une fois. Donc, on a remplacé la dérivée de xk par rapport au at par ses inconnus, par sa forme. Et puis, nous avons développé ces équations, c'est-à-dire ce vecteur scalaire yk et xk scalaire ce vecteur nous donne 0, c'est cette équation, et ça nous donne en tout a1,2 plus a2,1. Tout ça est égal à a1,2 plus a2,1, parce que yk scalaire yk c'est 1, zk scalaire yk c'est 0, xk scalaire xk c'est 1, et xk scalaire zk c'est 0. Ça nous donne enfin a2,1 égale moins a1,2, moins a1,2. De la même manière, si on utilise la deuxième équation, on trouvera, et la troisième équation, on trouvera les équations suivantes, c'est-à-dire a2,3 plus a3,2 égale 0, a3,1 plus a1,3 égale 0. La première équation nous donnera a3,2 égale moins a2,3, et la dernière nous donnera a1,3 est égal à moins a3,1. Donc soit on obtient en fin de compte AIJ plus AJI égale 0 lorsque I est différent de J. On a donc uniquement besoin de 3 coefficients pour définir les dérivées. En fin de compte, on avait 6 inconnus. Maintenant, on a 3 autres équations. On avait les 3 premières équations AI égale 0. Et maintenant, nous avons 3 autres équations. AIJ est égal à moins AJI. Donc, 6 équations. Il nous reste 3 inconnus seulement. D'accord? Pour définir les dérivées. Alors, finalement, nous avons, donc, pour les 3 dérivées, donc, les premières équations, c'est celle-ci. Et les deuxièmes équations, c'est que A12 et moins A12 ici, suivant x. D'accord? Ça nous donne enfin, donc les inconnus, on définit ainsi une matrice antisymétrique qu'on va appeler matrice oméga. D'accord? Matrice oméga. Cette matrice, elle a donc une diagonale nulle. Elle est antisymétrique. Antisymétrique, c'est-à-dire la transposée est de signe est égale à partir égale à moins oméga. Transposée est égale à moins oméga. Transposée de oméga également c'est antisymétrique. Lorsqu'elle est symétrique, sa transposée est constante, c'est-à-dire la transposée de la matrice est égale à la même matrice. Lorsqu'elle est antisymétrique, c'est le signe moins qui intervient. Point. Très bien. Par rapport à sa transposition. Enfin, bon, on va dire la partie supérieure, la partie inférieure. Alors, on constate d'autre part que finalement, on obtient, si j'utilise cette désignation, donc si je multiplie ça par xk, yk et zk, ça nous donne tout simplement, première ligne, c'est celle-ci, le deuxième produit, ça nous donne ça, et la troisième, c'est ceci, c'est tout simplement cette écriture. Donc, on constate d'autre part que, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce produit matriciel, matrice fois vecteur peut s'écrire. Matrice oméga étant antisymétrique, on peut l'écrire sous forme d'un produit vectoriel. On peut l'écrire sous forme d'un produit vectoriel. Ça, c'est l'avantage, ou bien les caractéristiques, justement, des matrices antisymétriques. Matrice 3,3 antisymétrique, bien sûr, ça, on ne va pas aller aux matrices plus que ça. Donc, matrice 3,3, on peut la remplacer par le vecteur ici. Le vecteur en 3 dimensions. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement déterminer ces composantes. Donc, il nous reste bien sûr... les inconnus A12, A2, 3 et A3, 1. Donc pour identifier ce vecteur, on va poser oméga qui est égal à PQR, qui sont des inconnus. Pour ces inconnus,
pour tout simplement trouver cette forme. Hein. Pour passer de cette forme à celle-ci, on va voir que la relation tout simplement qui existe entre ce vecteur oméga et la matrice oméga. Donc on va poser vecteur oméga est égal à PQR. Trois composantes, les trois équations précédentes s'écrivent alors. Donc si je reviens aux équations précédentes, nous savons bien sûr on avait la dérivée de xk par rapport à t est égal, on avait écrit tout simplement oméga vectoriel xk. Donc j'écris PQR vectoriel 1, 0, 0. Donc là c'est oméga et là c'est xk. Bon, je ne sais pas écrire avec la souris. Et si je fais le produit vectoriel, ça nous donne q fois 0, r fois 0, c'est 0. R fois 1 moins 0, ça fait R. Et P fois 0 moins Q, ça nous donne moins Q. Qui est égal, on l'a vu, la dérivée de xk n'a pas de composant suivant xk, mais elle a une composante A12 et une deuxième composante A13 qui est égale à moins A31. Voilà. Donc, ceci. La dérivée de yk, c'est égal au vecteur lui-même que nous avons posé PQR vectoriel yk, vecteur lui-même. Et nous obtenons donc moins R, 0P. Donc si je fais le produit vectoriel, ça nous donne ça, moins ça. Donc Q fois 0, moins R. R fois 0 et Q fois 0, ça fait 0. Et enfin P fois 1 moins Q fois 0, ça nous fait P. Est égal à la même chose, les composantes A1, 2, 0, moins A1, 2, 0, A2, 3. Donc c'est ce que nous avons ici. Moins A1, 2, 0, A2, 3. D'accord, c'est la dérivée de y. La dérivée de z, c'est A1, 3, moins A2, 3, 0. D'accord, A1, 3, A3, 1, moins A2, 3, 0. Voilà. Ça fait que si je fais ce produit vectoriel, ça nous donne Q est égal à Q moins P et 0. Par donc égalité, donc nous trouvons que R est égal à 1, 2, P est égal à 2, 3 et Q est égal à 3. Q est égal à 3. D'accord. Donc on obtient par égalité tout simplement la relation entre vecteur oméga et matrice oméga que nous avons posé ici. Donc la matrice oméga composée de trois inconnus antisymétriques, composée de trois inconnus, peut être remplacée par le vecteur oméga tout simplement. Par identification, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Par identification, nous avons P est égal à 2, 3, Q est égal à 3, 1 et R est égal à 1, 1, 2. Donc nous avons maintenant la convention pour le vecteur oméga ainsi définie. Donc on définit le vecteur oméga, on va l'appeler, le vecteur oméga est appelé, par convention, le vecteur oméga est appelé vecteur rotation du trièdre RK par rapport au trièdre RI. Conventionnellement, on le note oméga KI. Donc je répète, le vecteur oméga est appelé vecteur rotation du trièdre RK, du repère RK, par rapport au repère RI. Conventionnellement, on note oméga KI. L'indice du bas, c'est ce que j'écris en rouge, c'est ce qui est repéré, c'est le repère en mouvement, bien le repère suivant, bien le nouveau repère, par rapport à l'indice du haut qui est le repère de référence. L'indice du bas représente le repère, on va dire le référentiel, le trièdre à repérer, et l'indice du haut c'est la référence. Et par rapport, il est repéré par rapport au référentiel I. Voilà. Donc nous avons défini un vecteur oméga qui est très important justement et qui sera utilisé par la suite. Donc si je reprends maintenant la dérivée de tout à l'heure, on va remplacer ça. Donc on avait ceci, donc on a trouvé les dérivés tout à l'heure, donc la formule fondamentale de la dérivation. On avait à déterminer les trois dérivés. Maintenant, ces trois dérivés vont être remplacés en utilisant le vecteur oméga. Donc la dérivée par rapport à un référentiel
est égal à la dérivée du même vecteur dans un autre référentiel K plus les composantes scalaires produit vectoriel oméga ki scalaire vecteur unitaire du nouveau référentiel. Voilà. Les composantes du vecteur scalaire oméga ki vectoriel, les vecteurs unitaires. YK, donc on remplace tout simplement les dérivés par ce produit vectoriel. On avait dit tout simplement. Ça nous donne enfin la dérivée, comme je viens de le dire, c'est la dérivée dans le repère, dans le deuxième repère, plus oméga, le vecteur rotation du deuxième repère par rapport au premier, vectoriel, le vecteur, les composantes avec les composantes définies dans le repère K, c'est-à-dire le deuxième repère. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement W. Voilà la formule générale de dérivation. Donc ça, c'est la dérivée. On est arrivé en fin de compte à cette dérivée. Donc la dérivée d'un vecteur défini dans un repère, lorsqu'on dérive dans le même repère, il suffit simplement de dériver les composantes de ce vecteur, et la dérivée d'un vecteur W dans un repère donné, si elle est exprimée dans un autre repère, elle est égale à la dérivée dans ce deuxième repère, plus le vecteur rotation du deuxième repère par rapport au premier, vectoriel, le vecteur défini dans le deuxième repère. Là, on n'a pas mis de K ici, mais c'est une représentation, c'est W de T représenté dans le même repère. Ça peut être représenté dans n'importe quel repère. Bien. Les propriétés maintenant du vecteur rotation. Donc on vient de définir le vecteur rotation qui vient justement de la dérivation de vectoriel. Hein. Donc on voit maintenant l'origine de ce vecteur rotation. Alors le vecteur rotation de oméga ki est antisymétrique par rapport aux indices. On va le démontrer. Antisymétrique, c'est-à-dire oméga ki est égal à moins oméga ik. Lorsqu'on inverse les indices, on multiplie par moins ça. Nous savons que la dérivée di sur dt, di de wt sur dt est égale à la dérivée dans le repère k plus oméga ki vectoriel, le même vecteur. Il est aussi égal, donc si on représente, on applique la même équation, la même formule, dérivée dans le repère k est égal à la dérivée dans le repère i plus oméga ik cette fois, vectoriel wt. Donc là, c'est l'application de la formule que nous avons trouvée ici. Donc c'est la formule de la dérivation. Donc on prend premier référentiel I, deuxième CK. Ici, le premier référentiel CK, le deuxième référentiel CI. Donc c'est deux formules. Alors si on fait la somme de ces deux équations, ça nous donne quoi? Si je fais ça plus ça, ça nous donne tout simplement dérivée dans le repère K plus dérivée dans le repère I est égal, donc si je fais ça plus ça, est égal à la même chose, dérivée dans le repère I plus dérivée dans le repère K, plus oméga ki vectoriel wt plus oméga ik vectoriel wt. Alors, par simplification, ces deux vecteurs vont partir, ces deux dérivés aussi, ça nous donne donc l'égalité, tout simplement, tout ceci qui est nul. Hein. Donc ça qui est nul. On va le retrouver ici. Donc oméga ki vectoriel w plus oméga ik vectoriel w est égal à 0. Donc le produit vectoriel est distributif, c'est égal à oméga ki plus oméga ik vectoriel w de t qui est égal à 0. Ça veut dire quoi? Wt n'est pas nul. La somme des deux vecteurs n'est pas toujours perpendiculaire, n'est pas nécessairement collinéaire avec W. Ça veut dire tout simplement que cette somme vectorielle est nulle. Wki plus Wik égale 0. Ça nous donne enfin l'antisymétricité du vecteur rotation. Oméga ki est égal à moins oméga ik. Lorsqu'on inverse les indices, on multiplie par moins ça. Première propriété.
Une deuxième propriété, c'est la formule de Schall. Donc, on va prendre trois repères I, J, K. On va l'appliquer dans le repère I et K. I par rapport à K. La dérivée par rapport à, dans le référentiel I est égale à celle à la dérivée dans le référentiel K plus oméga KI vectoriel WT. Et maintenant, pour K et J, ça nous donne plus oméga JK vectoriel WT. Et dans la troisième équation, on va utiliser J et I. Donc IK, KJ, J et I. Ça nous donne bien sûr IJ, ici JK et là KI. Alors si on fait la somme, des trois équations, on va avoir bien sûr ces composantes qui vont partir, celles-ci qui vont partir, c'est les mêmes, et aussi la dérivée aussi ici qui vont partir. Ça nous donnera enfin, lorsque je fais la somme de tout ça, ça nous donnera les trois composantes qui vont rester, leur somme est égale à 0. Ça veut dire enfin, si je mets en facteur, donc ça je mets en facteur tout ça, vectoriel WT égale 0. Ça nous donne oméga KI plus oméga JK plus oméga IJ vectoriel WT égale 0. Les deux vecteurs ne sont pas nécessairement collinéaires ou l'un des deux n'est pas nul. Ça, ou le WT n'est pas nul. Ça nous donne que c'est l'un des deux qui est nul, c'est-à-dire cette somme qui est nulle. Ça nous donne quoi? Ça nous donne WKI plus JK oméga, donc je veux dire oméga KI plus oméga JK plus oméga IJ égale 0, ce qui donne enfin la formule finale, c'est-à-dire oméga IJ qui est égal à moins oméga KI moins oméga JK. Et si on inverse les indices pour enlever le signe moins, ça nous donne oméga IJ égale oméga IK plus oméga KJ. C'est ce qu'on appelle la formule de Schall. C'est une formule par analogie. Donc ici, ce n'est pas Schall qui a trouvé cette formule. Donc la formule de Schall, c'est la formule qui est utilisée dans la somme vectorielle. Hein, somme des vecteurs. Donc somme des points des vecteurs. IJ est égal vecteur IK plus KJ. Donc nous avons K qui est commun. Donc c'est la même chose, IK plus KJ. C'est une formule analogue à la formule de Schall. Donc nous avons défini maintenant la deuxième propriété. Et enfin, maintenant, la dérivée du vecteur rotation est la même dans RK et RI, et pas ailleurs. Donc là, on va insister sur ça. Alors, si je dérive, donc j'utilise toujours la même formule de tout à l'heure, sauf que maintenant, au lieu de prendre un vecteur W de t, je vais choisir oméga KI. Je vais dériver oméga KI. Donc la dérivée d'un repère de oméga KI est égale à la dérivée d'un repère K de oméga KI plus oméga KI vectoriel, ce vecteur qui est aussi oméga KI. Ça nous donne quoi? Donc oméga KI vectoriel oméga KI, c'est nul. Ça, c'est égal à 0. C'est le même vecteur. Non seulement... Ce ne sont pas seulement collinéaires, c'est exactement le même vecteur. Ça nous donne la dérivée de oméga KI dans le répertoire, dans le repère I et dans le repère K sont les mêmes. Donc je reprends, voilà, sont les mêmes. Très bien. Ça veut dire... mais ça ne veut pas dire que c'est indépendant du repère. La dérivée n'est pas indépendante du repère. Non, la dérivée ici est égale lorsqu'il s'agit de deux repères concernés par la rotation. Donc si je dérive par rapport à un autre repère J, ça ne sera pas la même égalité ici. D'accord? Donc je répète encore une fois, la dérivée de vecteur rotation est la même dans RK, parce qu'il y a un K ici, et RI, parce qu'il y a un I ici. C'est tout. Ça ne veut pas dire que la dérivée ne dépend pas, dérivée du vecteur rotation ne dépend pas, ça ne veut pas dire que ça ne dépend pas du repère. Ça dépend du repère, sauf que pour les deux repères concernés par la rotation, ça ne dépend pas.
C'est la même valeur. Voilà, très bien. Voilà, donc jusque-là, nous avons parlé de vecteurs. Ça m'est arrivé de parler du temps, mais en fait, c'est une dérive, c'est une variable quelconque, variable t. Et le vecteur w, on a parlé juste d'une fonction vectorielle. Jusque-là, on n'a pas parlé de vitesse, ni d'accélération, ni même du temps, même si je l'ai quand même dit. C'est une variable quelconque, vecteur quelconque. Maintenant, nous avons les formules des dérivés dans un repère et dans un autre repère qui est mobile par rapport au premier. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif de la cinématique, c'est-à-dire on parlera du vecteur vitesse et accélération. À partir de maintenant, ça sera des vitesses et des accélérations. On appelle vecteur vitesse de m dans RI le vecteur dérivé de OIM. Ah. Donc, c'est la dérivée du vecteur position. La vitesse est égale à la dérivée du vecteur position. VI, donc elle est définie par rapport au référentiel I, et donc c'est la dérivée de OIM par rapport au temps. Donc ici, T, c'est le temps. Dans RI, on a OIM qui est égal aux composantes X, Y, Z, I suivant les trois directions. Et sa dérivée est égale, on l'a vu tout à l'heure, la dérivée dans le même repère est égale à X, c'est la dérivée des composantes. Donc la vitesse du point M est égale à la dérivée du composante dans le même repère. Alors, donc on a défini la vitesse d'un point. On va définir maintenant l'accélération. On appelle vecteur accélération de M dans RI le vecteur dérivé par rapport au temps de la vitesse. On parle toujours dans un seul repère. La vitesse est définie dans le repère I, la dérivée est effectuée dans le repère I, et l'accélération sera donc représentée dans le repère I. Donc nous avons la dérivée seconde des composants. Donc très simple, la vitesse c'est la dérivée du déplacement, bien de la dérivée du vecteur position instantanée, et l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire la dérivée seconde du vecteur position. Voilà, quand il s'agit du même repère. Donc quand on est dans le même repère, et quand le repère ne dépend pas du temps, je veux dire, quand on est dans le même repère, et quand on dérive dans le même repère, la représentation est très simple, il suffit de dériver simplement les composants. Maintenant, on va introduire d'autres repères. C'est ce qu'on appelle la composition des vitesses et la composition des accélérations. Bien. Alors, considérons maintenant deux repères, RI et RK. On peut envisager le mouvement de M pour un observateur lié à RI et pour un observateur lié à RK, et chercher les relations entre les éléments cinématiques, c'est-à-dire la vitesse et l'accélération, observés par l'observateur lié à RI et par celui lié à RK. Donc, il y a deux repères, RI et RK. Il y a un point. On cherche maintenant à définir la vitesse et l'accélération du point M dans le repère RI, et la vitesse et l'accélération dans le repère RK, et aussi la relation qui existe entre les vitesses et les accélérations dans les deux repères. Bien. Ça ne veut pas dire que RI est fixe et RK est mobile. Ça veut dire simplement que l'un est mobile par rapport à l'autre. Bon, ils peuvent être tous les deux mobiles, mais ce qu'on sait, c'est que l'un est mobile par rapport à l'autre. C'est-à-dire, RK est mobile par rapport à RI. Voilà. Alors, comme il s'agit, la vitesse et l'accélération, il s'agit de dériver le vecteur position, nous savons que le vecteur position ici, OIM, ça c'est le vecteur position OIM, dont le repère RI est égal à quoi? Est égal à OI OK, c'est-à-dire la position du repère, de l'origine du repère RK par rapport à OI, plus OKM, c'est-à-dire le vecteur tout simplement défini dans le repère K.
Donc OIM est égal OI OK plus XK, YK, ZK suivant les trois directions. Donc nous avons ceci. La formule générale, nous avons OIK plus OKM. Donc ça, c'est OKM. Donc la vitesse, c'est quoi? Donc c'est la dérivée de OIM, ça on le sait, on avait défini la vitesse. C'est la dérivée de cette partie, c'est-à-dire OI, OK, plus la dérivée de OKM. Et bien sûr, OKM, on l'a vu, c'est la dérivée c'est la vitesse elle-même, c'est la dérivée du vecteur position qui est égale à la dérivée. Nous savons que la dérivée d'un vecteur est égale dans un repère est égale à la dérivée du même vecteur dans un autre repère, plus le vecteur rotation du deuxième repère par rapport au premier repère, vectoriel, le vecteur lui-même. C'est exactement ce qu'on va appliquer comme si c'était V, W de t, comme on l'a vu dans les dérivés, ou bien dans les vitesses. Hein. Donc, la dérivée est égale à la dérivée dans le repère K plus oméga KI vectoriel OKM. Et la dérivée de OI OK, c'est égal à quoi? C'est simplement la vitesse de OK par rapport à dans le repère RI. Donc on dérive dans I, une valeur OI OK. C'est la définition de la vitesse du point OK. Ça nous donne quoi en fin de compte? La vitesse du point I. La vitesse du point M moins la vitesse du point O est égale à la vitesse du point M dans le repère deuxième repère plus oméga KI vectoriel OKM. D'accord? Ou bien, tout simplement, d'une manière générale. Donc là, c'est la formule générale. Je répète encore une fois, la formule générale, c'est-à-dire VI est égal, la différence, je parle général, il ne s'agit pas d'insolite. Ça peut être liquide, ça peut être gaz, ça peut être ce que c'est général. Dans le cas du solide, c'est un cas particulier de cette formule. Donc nous avons la vitesse du point M exprimée dans le repère par rapport au repère I est égale à la vitesse du même point M par rapport au repère I plus la vitesse de l'origine de ce repère plus oméga KI vectoriel vecteur position. Voilà. Ça c'est la formule de composition des vitesses. Donc je ne l'ai pas mise en couleur parce qu'on va la revoir encore une fois. Alors formule fondamentale de la cinématique du solide. Cette fois c'est solide. Alors soit un même point appartenant au solide K sur lequel est lié le repère RK. Donc si le repère RK est lié au solide, il marche avec le même solide. Ça veut dire que la vitesse du point M dans ce repère est nul. Le point M ne bouge pas dans le repère RK. Là, une position fixe parce que le repère K est lié au solide K. Ça veut dire que sa vitesse est nulle. Ça, c'est un cas particulier du solide. Hein. D'accord? On obtient alors la formule de la vitesse d'un point appartenant à un solide. Quand il s'agit d'un solide, nous avons la vitesse d'un point M définie est égale à la vitesse de l'origine de ce repère plus oméga KI vectoriel, vecteur position du point M dans le deuxième repère. Donc là, c'est la formule fondamentale de la cinématique du solide, la composition des vitesses. Alors, bon, bien sûr, ici, on parle exactement du point OK. On va voir maintenant que ce n'est pas nécessairement le centre du repère ou bien l'origine du repère RK qui est important. Alors, le point OK ne joue aucun rôle particulier dans la formule. On n'est pas tenu d'utiliser l'origine du repère lié au solide K. En effet, on prend deux points distincts, A et B, deux points liés à RK, donc ils sont dans RK. Bon, si je reprends cette formule fondamentale de la cinématique et je l'applique, j'applique A et B et B au point MK, donc je vais utiliser A et B à la place de MM, on va avoir tout simplement
Vitesse par rapport à I du point A est égal à la vitesse de l'origine au K plus oméga KI vectoriel au K A. Et la vitesse du point B, c'est exactement la même formule. On remplace M par B, tout simplement. Voilà, c'est VI de OK plus oméga KI vectoriel OKB. Et bien sûr, lorsqu'on fait cette équation moins celle-ci, donc si on fait VI de B moins V de A, ça nous donne ces deux éléments qui vont se soustraire, donc qui vont s'annuler, donc se simplifier, ça moins ça, plus ceci moins ça, d'accord? Et en retranchant membre à membre, on obtient bien sûr oméga KI vectoriel OKB moins oméga KI vectoriel OKA, bien sûr en utilisant donc la multiplication par moins 1 lorsque pour ce vecteur on va obtenir AB, c'est-à-dire puisqu'il y a un signe moins ici, je veux dire tout simplement OK je ne l'ai pas écrit, j'aurais dû l'écrire, simplement est égal à A OK. Donc ça égale à A OK. Donc ce sera AOK plus OKB. Et AOK plus OKB, ça nous donne AB. On revient donc à la formule fondamentale de la cinématique de tout à l'heure. Voilà. Donc celle-ci, ça nous donne, au lieu d'avoir un point O, deux points distincts, la vitesse d'un point A d'un solide lié dans un repère, dans un deuxième repère, dans un repère K, est égale à la vitesse d'un autre point du même solide, plus oméga KI vectoriel, le vecteur position du point B par rapport au point A, vecteur AB, tout simplement. Donc là, c'est la composition des vitesses. Ben, on va reformuler celle-ci, en fin de compte, donc on va revenir à la formule initiale, bon, qui est celle-ci, justement, voilà. Donc la formule générale. Donc on revient à cette formule générale. Donc je reprends cette formule générale. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc on a VI de M est égal VK de M plus VI de l'origine plus OKI vectoriel OKM. Considérons à l'instant T le point appartenant à RK et qui coïncide avec le point M. Nous l'appellerons point coïncident. Nous noterons son vecteur vitesse par VKI. Donc c'est une question juste de notation. On va noter ça tout simplement VKI. D'accord? Donc on va appeler ça VKI qui est égal à VI de OK plus oméga KI vectoriel OKM. D'accord? Ça nous donne enfin la formule générale de composition des vitesses est égale, c'est la vitesse du point M dans un repère I est égale à la vitesse du point M dans le repère K plus vitesse relative en fait, qu'on va appeler vitesse relative VKI de M. Donc là, on va l'appeler, on va lui donner un nom tout simplement. On lui a donné une représentation vectorielle, une notation, et c'est ce que nous allons appeler justement. On emploie souvent le langage imagé. Donc là, elle est en couleur, vous la voyez, c'est la formule fondamentale de la mécanique du point matériel, de la composition des vitesses. Hein. Donc on emploie souvent le langage imagé suivant. On va définir la vitesse relative qui est la vitesse du point M dans le repère mobile. La vitesse absolue, c'est la vitesse du point M dans le repère I initial. Et la vitesse VKI, c'est tout simplement la vitesse d'entraînement. Donc vitesse relative, c'est la vitesse du point M pour un observateur lié à R. La vitesse absolue, c'est la vitesse du point M pour un observateur lié à RI. Et la vitesse d'entraînement, ou la vitesse du point coïncident, ou bien la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse du point appartenant au repère RK et qui coïncide à l'instant T avec le point M. La vitesse du point M dans le repère, du repère RK définie dans le repère RI. C'est la vitesse d'entraînement, c'est ce qui nous donne la vitesse de composition des vitesses, la formule de la composition des vitesses qui est égale
Donc la valeur, la vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Donc nous comprenons aujourd'hui, bon, bien sûr, les étudiants l'ont déjà vu en cinématique, au lycée, en première année, ils savent tous que la vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Aujourd'hui, ils connaissent l'origine. Donc ça, c'est justement, cette appellation de cette somme que nous appelons vitesse relative, qu'on comprend facilement. La propriété de cette vitesse relative, VKI, donc le vecteur VKI est antisymétrique par rapport aux indices. Ça veut dire quoi? Donc si j'utilise les deux repères I et K dans un sens et dans l'autre sens, donc j'utilise les deux repères K et I, cette fois c'est VIK, ça nous donne VI de M est égal VK de M plus VKI, et VK de M est égal VI de M plus VIK de M. Ça nous fait, si je fais donc la somme, donc nous avons VKI, non, si je fais la somme, bien sûr, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir donc ça plus ça et ça plus ça qui vont se simplifier. VI et VI vont se simplifier, VK et VK vont se simplifier. Il nous restera VKI de 1 plus VIK de M égale 0. Et si je transpose justement ça dans la deuxième partie de l'égalité, ça nous donne VKI qui est égal à moins VIK. Donc, la vecteur VKI est antisymétrique. VKI est égal à moins VIK. Donc là, nous explique donc l'utilité d'utiliser ces indices. Donc on a utilisé les indices pour faciliter les calculs. La formule de Schall, la même chose, comme pour le vecteur rotation, la même chose. Si je fais la somme de ces trois relations, donc on utilise trois repères, I, J et K. Donc IK, JI et KJ, ça nous fait quoi? Ça nous fait que lorsque je fais la somme, c'est la somme membre à membre donne de trois équations. Ça nous donne enfin ces deux parties qui vont s'annuler, les VI qui vont s'annuler, les VJ qui vont s'annuler et les VK qui vont s'annuler. Ça nous reste justement la somme des VI, la somme de ces trois vecteurs est égale à 0. Ça nous donne enfin la formule de Schall, la formule analogue à la formule de Schall. VIK est égal à VIJ plus VJK. Vous voyez, donc il y a un J intermédiaire pour calculer. Voilà. Donc c'est les propriétés du vecteur vitesse relative VKI. Bien. Maintenant, on va parler de la composition des accélérations. Donc, on a terminé avec les vitesses. Donc maintenant, c'est les accélérations. La composition des accélérations. Donc la formule générale donnant le vecteur vitesse s'écrit, on a trouvé, c'est celle-ci. Donc on l'a déjà écrite, c'est la composition des vitesses. L'accélération, c'est la dérivée de ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dériver le premier terme par rapport à I, bien sûr. On va dériver aussi le deuxième terme par rapport à I. Et on dérive aussi celui-ci par rapport, dans le repère I. Par rapport au temps, bien sûr, on dérive par rapport au temps, mais dans le repère I. Ça nous donne le dérivé d'un produit vectoriel, c'est la dérivée du premier vectoriel, le deuxième, plus le premier vectoriel dérivé du second. Très bien. Donc, nous obtenons, nous allons déterminer ces dérivés. Donc, pour compléter la formule de l'accélération, on va chercher ces dérivés. D'accord? Alors, on sait que la dérivée du vecteur M est égale, là on l'a vu tout à fait au départ, c'est l'équation première que nous avons vue. Dérivée du vecteur dans un repère I est égale à la dérivée du même vecteur dans le repère K, plus oméga KI vectoriel, le même vecteur. Donc ça, c'est facile. Donc on va l'appliquer. Ça nous donne la dérivée du repère K, de VK dans K, ça nous donne l'accélération, plus ceci. Donc la dérivée de K dans I est égale, donc nous avons déjà déterminé un terme de l'égalité. Donc je rappelle,
on va chercher ces deux termes. Hein, d'accord? Donc le premier terme, on l'a calculé, c'est celui-ci. Le deuxième terme, c'est la dérivée de OKM dans le repère I. C'est égal à la dérivée de OKM dans le repère I. C'est la même chose. On utilise la formule de la dérivation vectorielle, oméga KI vectorielle OKM. D'accord? Et ça, c'est égal à quoi? La dérivée par rapport de OKM dans K, c'est égal à la vitesse du point M dans le repère K plus oméga KI vectoriel OM. Donc je reviens à la formule, je remplace, ça nous donne quoi? Donc je remplace les dérivés que nous avons tout à l'heure, ce qui donne gamma, l'accélération égale à ceci. Donc on a calculé la dérivée du V. Donc on avait dit la dérivée de VK dans I et la dérivée de OKM dans I. D'accord? C'est ceci. Ça nous donne la formule générale. Donc ça, c'est la formule tout à fait générale. Je répète encore une fois, générale. Dans le cas du solide, nous savons que l'accélération du point M est nulle. Et nous savons dans le cas du solide aussi que la vitesse du point M est nulle. On le sait. D'accord? Bien. Donc ça, c'est la formule générale de la composition des accélérations dans un milieu continu. Accélération d'un point solide, d'un point d'insolide. Alors soit M, un point appartenant au solide K, sur lequel est lié le repère RK, on a alors la vitesse du point M est nulle, puisque le repère est lié au solide, et l'accélération dont le repère K est nulle, parce que le repère est lié au solide, donc tous les points sont fixes par rapport à ce repère. La formule précédente devient la composition des accélérations dans le cadre du solide nous donne l'accélération de M dans le repère I est égale à l'accélération de l'origine du repère, deuxième repère dans le repère initial, plus la dérivée qu'on n'a pas encore à calculer, la dérivée de oméga KI vectoriel OKM plus oméga KI vectoriel OKMK. Bien. Donc là, c'est la composition des accélérations. Il est bien évident que le point OK ne joue aucun rôle particulier comme pour les vitesses. Donc ici c'est l'origine, on parle bien d'origine, c'est la formule dans le cas du solide, la formule générale. Et là maintenant on peut utiliser deux points distincts tout simplement, sans parler d'origine. Donc on va éviter de parler d'origine spécifiquement. La formule est appliquée pour n'importe quel point. Ça nous donne quoi? Donc l'accélération, j'applique exactement la même formule comme tout à l'heure. Je remplace le point 1, le M ici deux fois. On remplace une fois par A et une fois par B. Ça nous donne les deux équations suivantes. Donc l'accélération de A est égale à ça, c'est-à-dire l'équation en remplaçant par A. Ici, c'est l'équation précédente, on remplace le point M par B. Et lorsque je fais cette deuxième équation moins la première, donc ça moins ça nous donne quoi? Ça nous donne l'accélération du point B moins l'accélération du point A est égale. Donc ça et ça vont s'annuler. Il nous restera la dérivée de oméga KI vectoriel OKB moins OKA, comme tout à l'heure, plus le vecteur rotation oméga KI vectoriel oméga KI vectoriel OKB moins OKA. Donc moins OKA, ça sera donc ce sera AOK plus OKB. AOK plus OKB, c'est AB. Tout simplement. Et la même chose ici. Ça nous donne l'accélération du point B, c'est la composition des accélérations. L'accélération du point B est égale à l'accélération du point A plus dérivée du vecteur oméga KI vectoriel AB plus oméga KI vectoriel, le produit vectoriel oméga KI vectoriel AB. Voilà, ça c'est l'équation dans le cas du solide, indépendamment de l'origine. Donc on n'est pas obligé d'utiliser l'origine du repère. On va reformuler la première équation initiale de l'accélération. En considérant à l'instant T le point appartenant à RK et qui coïncide avec le point M, nous noterons son accélération oméga KI. Donc là c'est une question de notation. D'après la formule générale, nous avons à l'instant T
ceci. Donc c'est la formule générale de la composition des accélérations. Alors on va utiliser tout simplement la notation oméga ki que nous avons, on va l'appeler oméga ki tout simplement. Donc, cette partie, donc je répète encore une fois, donc on a pris ceci qu'on a appelé oméga ki, non, oui, voilà, donc ça oméga ki, c'est ce qu'on appelle en fait l'accélération relative. C'est juste pour utiliser une appellation différente. Nous reprenons la formule générale précédente, c'est ça la première initiale. Donc on va remplacer tout ceci par oméga ki. En remplaçant oméga ki m par son expression, on obtient la formule générale. L'accélération du point m dans un repère est égale, l'accélération, on va l'appeler par la suite, on va l'appeler accélération absolue, est égale l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. C'est la représentation de Coriolis, ou bien l'accélération complémentaire. Donc ça c'est la formule des compositions des accélérations. Elle est en coloré en orange. On emploie souvent le langage imagé suivant. Donc j'avais dit l'accélération relative, c'est l'accélération du point 1 pour un observateur lié à RK. L'accélération absolue, c'est par rapport à l'observateur lié à RI. Et l'accélération d'entraînement, c'est oméga ki. C'est ce qu'on appelle l'accélération d'entraînement. C'est l'accélération pour un observateur lié au repère RI du point MK appartenant au repère RK qui coïncide à l'instant T avec le point M. D'accord? Donc c'est le point M à l'instant T. On va dire le point M à l'instant T. Et enfin, la gamma C. Donc on va appeler ce qui reste. Donc il y a M. Coriolis qui l'a appelé accélération complémentaire, ou bien on l'appelle aussi l'accélération de Coriolis. C'est 2 fois oméga ki vectoriel V K de 1. Voilà. Donc ici, nous avons la formule finale qui est égale, l'accélération absolue est égale l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération complémentaire, ou ce qu'on appelle aussi l'accélération de Coriolis. Bien. Donc jusqu'ici, nous avons défini les vitesses et les accélérations dans un repère cartésien. Nous avons travaillé en utilisant 2 repères cartésiens pour la composition des vitesses et la composition des accélérations. Ceci est aussi valable quel que soit le type de repère utilisé. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. On va essayer d'exprimer ces vitesses et ces accélérations dans le cas des repères particulier. Donc l'expression de la vitesse et de l'accélération en employant des systèmes de coordonnées particuliers. Donc dans le cas des coordonnées polaires planes, donc on va commencer par le cas le plus simple, c'est le cas de coordonnées polaires planes. Donc nous avons le point M ici. OM c'est ρ suivant l'axe XK. Et bien sûr le repère polaire XKYK tourne autour de l'axe Z, ZK égale ZI. Nous savons, on l'a vu au début, donc OM est égal à ρ XK. La vitesse, on sait que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc OM, c'est XK. Et XK, nous savons aussi c'est quoi? C'est tout simplement, on va justement le projeter suivant les 2 axes. Ça nous donne cosinus psi suivant xi et sinus psi suivant yi. Ça nous donne OM qui est égal à ρ cosinus psi plus ρ sinus psi. Et si j'utilise la dérivée maintenant, donc si je dérive pour déterminer la vitesse dans le repère i qui est un repère cartésien, donc vi est égal à la dérivée de OM, c'est égal à quoi? C'est la dérivée de ça plus la dérivée de ceci. Donc la dérivée de ça, ça nous donne ρ point cosinus psi xi plus ρ psi point moins ρ psi point sinus psi, donc suivant xi, plus ρ sinus psi, donc ρ point
rho point sinus psi yi plus la dérivée de sinus psi, donc c'est rho psi point cosinus psi. Voilà. Donc là, c'est la représentation dans le repère cartésien. Ça nous donne, si je fais la somme, bien sûr, ça nous donne quoi? Si je fais la somme, voilà, donc suivant xi, donc suivant xi, si je fais la somme, ça nous fait rho cosinus psi moins rho psi point sinus psi. Suivant yi, ça nous donne rho point sinus psi plus rho psi point cosinus psi. Donc c'est ce que nous donne suivant i. D'accord? Et bien sûr, suivant xk et yk, donc si on utilise xk et yk, donc c'est rho point xk plus rho dérivée de xk par rapport au temps. Et donc la dérivée ici, il faut utiliser le vecteur oméga. Bien, bon, donc ces résultats peuvent être retrouvés par l'utilisation de la formule de composition des vitesses. On ne va pas le faire, mais on peut le retrouver par la composition des vitesses. L'accélération, c'est la même chose. Donc je reprends ce que je viens d'écrire en le vecteur vitesse que je viens de calculer ici. Donc c'est ces composantes que je vais dériver tout simplement une deuxième fois. Donc je dérive ça, ça me donne ceci, je dérive ça, ça me donne ça, etc. Donc après avoir dérivé, j'obtiens cette deuxième formule de l'accélération dans le repère i. D'accord? Donc l'accélération dans le repère i. Et si je dérive, bon là c'est dans la vitesse en utilisant les coordonnées polaires dans le repère cartésien. Donc i c'est un repère cartésien, x, y, z. Alors si on veut déterminer ça dans le repère cartésien, d'accord, dans le repère, je veux dire dans le repère RK, dans le repère polaire, on utilise la formule de composition des accélérations dans RI et RK. Donc c'est ça la formule. Donc nous connaissons que la formule c'est l'accélération absolue égale l'accélération relative, plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Donc on peut calculer ça. L'accélération dans le même repère, c'est simple. Donc c'est oméga xk. C'est la dérivée, on dérive deux fois dans le même repère, donc ça nous donne rho seconde xk. Et l'accélération d'entraînement, donc on va utiliser, on en connaît la formule, donc soit on utilise l'origine OK. Ici on n'a pas un autre point. Donc c'est l'accélération du point OK dans le repère I. Donc puisque OK est, donc je sais pas s'il y a une représentation des repères ici. Bon, je peux revenir en arrière pour juste montrer que les deux repères ont même origine. Hein. OI et OK ont même origine, d'accord? Donc ça nous donne voilà, donc la vitesse de O de OK, donc ici il n'y a pas lieu de dire OK ou OI, c'est O qui est égal à OK et qui est égal à OI. Son accélération est donc nulle, plus la dérivée du vecteur rotation OK M plus oméga vectoriel OM, d'accord? Ça nous donne donc le vecteur oméga. On sait que le vecteur oméga, on sait le calculer, c'est psi point suivant l'axe de rotation, ici c'est z, donc z1 égale zk, et on va le remplacer ici, et nous savons que OKM c'est rho et xk. Donc ça nous donne en fin de compte l'accélération d'entraînement. Donc si je reviens ici, je prends l'accélération d'entraînement, c'est égal à quoi? Attention, donc l'accélération d'entraînement, donc j'aurais dû, voilà, est égal à la dérivée du vecteur rotation vectoriel OM plus vecteur rotation vectoriel, même vecteur rotation vectoriel OM. Donc là c'est OM, là c'est quoi? Là c'est oméga. Et là, c'est le vecteur OM. Hein. Attention. Et là, c'est oméga KI.
Et là, c'est la dérivée de oméga. Hein. Donc ça nous donne, lorsque je développe ça, zk vectoriel xk est égal à quoi? Est égal à yk. Et zk vectoriel, bon, d'abord, zk vectoriel xk, ça nous donne yk. Et zk vectoriel yk est égal à moins xk. D'accord? Je répète encore une fois. C'est y vectoriel z qui est égal à x, dans le sens direct. Mais là, le zk vectoriel yk, c'est un sens indirect, ça nous donne moins xk. D'accord? Ça nous donne psi point au carré par rho xk. Très bien. L'expression de... Donc on a trouvé les trois composantes, donc les deux composantes. Donc on a trouvé l'accélération du point 1, on a calculé l'accélération d'entraînement, plus l'accélération de Coriolis, qui est ici oméga au V, excusez-moi, donc V de M, hein, VK de 1. VK de 1. Donc ici ça nous donne quoi? Donc c'est ceci. Donc zk vectoriel xk, j'avais dit, donc z vectoriel x c'est y, donc c'est un sens direct. X, y, z, x, y, z, d'accord? Ça nous donne ceci qui est enfin, donc on va assembler les composants suivants x et y, ça nous donne l'accélération du point M dont le repère polaire c'est ρ seconde moins ρ psi point carré xk plus ρ psi seconde plus 2 fois ρ point psi point suivant y. Donc là c'est dans le cas des coordonnées polaires. Très bien. Les coordonnées cylindriques, nous avons toujours l'axe z, c'est comme les coordonnées polaires, c'est les coordonnées polaires, sauf que le point M est défini en coordonnées cylindriques, c'est-à-dire il a une hauteur h qui est égale à z. Donc, OM, M majuscule égale à ρ, et l'angle c'est toujours psi, et OM est égal à ρ, xk, plus la hauteur. Donc ici, il a Z qui est égal à H. Hein. Donc, Z qui est égal à H. Voilà. L'expression de la vitesse, donc la vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Donc, on va chercher la vitesse dans le repère I. C'est égal tout simplement à la dérivée de OM dans le repère lui-même. Donc je dérive, donc c'est ρ point xk plus z point xk, je dérive ceci, donc ça nous donne ça. Et aussi la vitesse d'entraînement, il est égal à la vitesse du point O plus oméga ki vectoriel OKM, c'est-à-dire ici le point OI, ce n'est pas la peine de parler de I ou de K, c'est O simplement. OI est confondu avec OK. Et donc, c'est exactement le même point. Donc, sa vitesse est nulle. Hein. Ça nous donne, c'est oméga ki vectoriel OKM. Et oméga ki, on l'a vu tout à l'heure, c'est le même cas, c'est un vecteur rotation, c'est la dérivée du vecteur de psi, suivant l'axe z, vectoriel, OM, cette fois OM, O petit m, attention, donc OM, c'est ρ, OKM, c'est ρ, en fait, ici, OKM, c'est plus Z, ZK, attention, donc ici, c'est ça, sauf que ZK vectoriel ZK égale 0. C'est pour ça qu'on l'a simplifié, MK, hein. D'accord? Ça nous donne ceci, donc attention, donc voilà. Donc ce point, ça nous donne lorsque je fais la somme. Donc ici, OKM, c'est ça. Sauf que ZK vectoriel ZK est nul. Hein. C'est pour ça qu'il ne reste que psi point ZK vectoriel ρ xk et ZK vectoriel xk est égal à y. Donc V, IK, vitesse relative,
d'entraînement, la vitesse d'entraînement est égale rho psi point y. Voilà. Donc en coordonnées sphériques, lorsque je fais la somme, je reviens ici, lorsque je fais la somme, c'est ça plus ça nous donne en fin de compte VI est défini, la vitesse c'est rho point suivant xk, rho psi point suivant yk et z point suivant zk en coordonnées cylindriques. L'accélération, on va utiliser toujours la formule composition des accélérations dans le cas d'un repère cylindrique. Donc la vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement plus l'accélération de Coriolis, excusez-moi, donc il ne s'agit pas de vitesse ici, c'est des accélérations. Donc l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Alors d'abord nous allons calculer un à un les trois membres. Donc on va calculer ces trois membres, ces deux membres déjà, celui-ci et celui-là. Donc l'accélération absolue, c'est on connaît M dans l'axe, dans le repère initial, dans le repère K, dans le repère cylindrique, c'est rho xk z et zk. On le dérive deux fois, ça nous donne le vecteur unitaire xk, yk et zk étant constant dans le repère rk par rapport à k. Il suffit simplement de dériver les composantes. Maintenant, l'accélération d'entraînement, c'est la vitesse qu'on doit dériver. Alors, si je dérive ça dans le repère i, donc là, il faut faire attention. Donc là, on a dérivé dans le repère k. C'est pour ça qu'on n'a pas dérivé xk, xk, leur dérivée est nulle. Donc, ça nous donne ça, la dérivée oméga gamma ki, la dérivée de vki, c'est égal à la dérivée de ça. C'est égal donc rho psi seconde yk plus rho psi point vecteur scalaire la dérivée de y. Et la dérivée de yk est égale à quoi? C'est oméga ki vectoriel. Donc je ne l'ai pas écrit ici. C'est oméga ki vectoriel y. Donc c'est oméga ki, donc oméga ki vectoriel y k. Donc c'est quoi? C'est psi point. Bon, oméga est égal à psi point zk et zk vectoriel yk c'est égal zk vectoriel yk. Ça nous donne quoi? Donc ça c'est z. Hein. Z vectoriel y, ça nous donne le sens indirect, ça nous donne moins x. Ça nous donne donc moins psi point xk. C'est exactement ce qu'on trouve ici. Donc moins psi point xk par rho psi point, ça nous donne moins rho psi point carré xk. Donc ça c'est la vitesse, c'est l'accélération. C'est l'accélération d'entraînement. Bien sûr, voilà, parce que simplement oméga ki, je viens de l'écrire, et la vitesse de k est égale à ça. Donc on va remplacer aussi dans la formule de Coriolis. Donc la formule de Coriolis, on remplace Vkm par sa valeur. Et par contre, les deux autres, on les a déjà calculés. Ça nous fait l'accélération en coordonnées cylindriques est égale à, lorsque je fais le produit vectoriel, zk vectoriel zk va s'annuler parce que zk vectoriel lui-même est nul. Ça nous donne justement deux fois rho point psi point zk vectoriel xk est égal à y. D'accord, donc ça c'est ce qu'il y a, celui-ci est égal à ça. Et si je rassemble les xk et yk, ça nous donne tout simplement l'accélération en coordonnées cylindriques qui est égale à cette représentation. C'est rho seconde moins rho psi point carré, rho psi seconde plus 2 rho psi point et z seconde, suivant zk. Très bien. On revient maintenant pour terminer avec la représentation dans le cas des coordonnées sphériques. Alors pour les coordonnées sphériques, les choses sont un peu plus compliquées.
pour revenir au repère initial, donc on va utiliser deux autres repères. Un repère R1, comme on l'a déjà fait dans la séance passée. Donc on va utiliser deux repères R1 et R2, c'est des repères intermédiaires. Donc OM, c'est ρ porté par l'axe Z, Z2, ou bien ZK. Donc on va utiliser X1, le repère R1 c'est une rotation de θ, on avait dit, et le repère R2 c'est une rotation de psi. Pourquoi on utilise ces deux repères? Pour avoir un oméga bien défini, un oméga entre les deux repères bien définis, pour avoir un vecteur rotation. Donc on passe du repère I au repère 1 par une rotation autour de Z d'un angle psi, d'un angle θ, voilà. Et puis on passe aussi du repère 1 au repère 2 par une rotation autour de Y1 d'un angle phi, voilà, pour définir complètement le vecteur rotation. Donc c'est des repères intermédiaires qui vont nous faciliter l'expression de la vitesse et de l'accélération, donc pour le cas des coordonnées sphériques. Dans le cas des coordonnées sphériques, on l'a vu déjà dans la première partie, la première séance. OM c'est ρ sinus phi cosinus θ, plus ρ sinus phi suivant xi, plus ρ sinus phi sinus θ suivant yi, plus ρ cosinus θ suivant zi. Sinon, dans le repère principal, c'est-à-dire dans le repère sphérique, c'est tout simplement ρ suivant zk, bien ici c'est z2, hein, c'est le repère final. Donc OM c'est ρ sinus phi x1, ici on utilise donc sa projection, plus ρ cosinus phi z1. Donc là c'est lorsqu'on utilise le repère 1, c'est-à-dire le repère initial, donc repère 1. D'accord? Alors, l'expression de la vitesse, donc la vitesse du point I est égale à la vitesse, donc on va utiliser les deux repères 1 et I. On va utiliser K et I, on va utiliser 1 et I, donc c'est la vitesse du point M, vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. La vitesse absolue, on dérive dans le repère 1. Voilà, donc la vitesse, le OM dans le repère 1, c'est on va dériver, c'est sa dérivée puis suivant x1 plus, donc si je reviens ici pour juste expliquer, donc la dérivée de ça, d'accord, x1 et y et z1, donc il est porté par x1 et z1. Donc lorsque je dérive, ça nous donne dans le même repère, donc c'est ρ point sinus phi plus ρ phi point cosinus phi. Donc on va dériver d'abord ça, ensuite on dérive ça. La même chose, c'est ρ point cosinus phi plus phi moins phi point ρ phi point sinus phi. Voilà, donc si je ne me suis pas trompé, c'est ce que je viens de dire. Voilà, c'est la dérivée des deux composantes. Alors, par contre, la vitesse d'entraînement, c'est on utilisera aussi donc l'origine du repère 1, qui est la même que l'origine du repère de 3 repères, donc sa vitesse est nulle, donc ne bouge pas. Vecteur rotation, on avait dit entre le repère 1 et le repère I, c'est une rotation d'un angle θ. Donc on connaît son vecteur oméga. C'est pour ça qu'on a utilisé deux repères intermédiaires pour ne pas avoir deux rotations simultanées. Donc on a réparti en deux rotations. Vectoriel, vecteur vitesse qu'on vient de... Le vecteur position OM qu'on vient de voir. Ça nous donne vitesse d'entraînement qui est égale à tout simplement ρ phi point sinus phi z1 vectoriel x1, donc z1 vectoriel x1, et puis z1 vectoriel z1 qui est nul, hein. Donc là c'est égal à 0, et z1 vectoriel x1 c'est quoi? C'est y1 tout simplement. Ça nous donne vitesse d'entraînement ρ θ point sinus phi y1. Voilà, ça c'est y1. Donc finalement, la vitesse du point M dans le repère 1,
dans le repère 1, et pas dans le repère I, mais c'est dans le repère 1, elle est égale à rho point sinus phi plus rho phi point cosinus phi suivant x1, rho θ point sinus phi suivant y1, et rho point cosinus phi moins rho phi point sinus phi suivant z1. Calcul de l'accélération maintenant, dans le repère 1 aussi. On peut utiliser la formule de composition des accélérations, dont RI et R1. Donc l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Ça nous donne, donc on va calculer le premier élément. Donc on connaît déjà V1 on l'a déjà calculé tout à l'heure, donc on connaît V1, on l'a déjà dérivé dans le repère x1, on va le dériver pour déterminer son accélération, donc repère 1, donc c'est la dérivée de ça. Donc tout ceci, lorsqu'on le dérive, donc c'est la dérivée seconde de ça par sinus phi plus rho point cosinus phi, donc etc. Donc je ne vais pas lire tout ça. Donc là c'est la dérivée de ces composantes. Il faut savoir qu'on a juste dérivé ceci. Donc suivant x1 on a dérivé ça, suivant y1 et rien, et suivant z1 on a dérivé ça. La dérivée dans le repère 1 de x1 est nulle, la dérivée du vecteur z1 dans le repère 1 est nulle, donc c'est tout ce qui reste. Donc ça nous donne en tout cette représentation. L'accélération d'entraînement V1i est égale à la dérivée de rho θ point i sinus phi y1, tout simplement, et ça nous donne donc la vitesse, excusez-moi, donc la vitesse d'entraînement on l'a déjà calculé, c'est rho θ point sinus phi y1, et lorsque je dérive ça, ça nous donne la dérivée de ce vecteur dans le repère i. Donc là j'ai oublié de mettre un i, je vais le mettre tout de suite, c'est bientôt fini, je sais. Donc ici c'est voilà, donc c'est la dérivée j'aurais dû le laisser après. La dérivée dans le repère 1, dans le repère i, tout simplement de du vecteur vitesse relative. Donc V1i, c'est la dérivée de ceci. Donc on va dériver ça. Ça nous donne rho θ seconde sinus phi y donc ce n'est pas YK, donc je dois faire attention. Voilà, donc là aussi c'est x1 et y1. Là je ne vais pas laisser cette erreur, voilà, donc ça c'est aussi y, voilà. C'est bientôt la fin, on va terminer donc avec les coordonnées sphériques bien sûr. Donc je dérive ça, c'est la rho θ seconde sinus phi y1 plus rho θ point sinus phi d de y1 par rapport au temps. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça nous donne quoi? Donc bien sûr donc ça nous donne rho θ seconde sinus phi y1 plus rho point donc on va remplacer tout simplement la dérivée de y1 par oméga a i vectoriel y1, et oméga 1i c'est égal à θ point z1, ça nous fait, voilà, donc oméga 1i c'est θ point z1, ça nous fait l'accélération d'entraînement est égale à ceci. Donc z1 vectoriel y1 c'est x1, ça nous donne cette valeur pour l'accélération d'entraînement qui est égale, je vais aussi corriger, malheureusement je dois aussi corriger ici,
C1, C1, voilà, 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 ça nous donne l'accélération d'entraînement ici en bleu. Donc bien sûr avec Z1 vectoriel Y1 qui est égal à moins X1, Z1 vectoriel Y1 qui est égal à moins X1. L'ordre bien sûr, l'ordre direct c'est X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, et l'ordre indirect c'est dans le sens inverse. Alors on sait que la vitesse est égale à ça, on l'a déjà calculé. Donc on peut calculer l'accélération de Coriolis en remplaçant V1 par sa valeur et oméga 1 aussi par sa valeur, oméga 1i. Ça nous donne ce calcul avec bien sûr ce produit vectoriel. Le développement de tout ceci va nous donner, lorsque je fais la somme ici, on va supprimer tout ça parce que Z1 vectoriel Z1 est égal à 0. Pour ça qu'on a supprimé tout ça, il va nous rester que cette partie. Donc c'est Z1 vectoriel X1, c'est un sens direct qui nous donne Y1. Ça nous donne Y1 ici. Donc enfin nous avons l'accélération de Coriolis qui est égale à 2 θ points facteur de ρ point sinus phi plus ρ phi point cosinus phi. Finalement, on obtient l'accélération par rapport au repère I, mais exprimé dans le repère 1, qui est égal à ceci. Donc on a fait la somme tout simplement des trois composantes que nous avons calculées. Bien sûr, donc ça par exemple, Coriolis, on le retrouve ici. Voilà. Donc on a tout simplement fait la somme des composantes que nous avons calculées. L'accélération absolue est égale à l'accélération d'entraînement plus l'accélération relative plus l'accélération de Coriolis. Donc on a terminé pour cette deuxième séance qui a été bien sûr un peu longue, mais donc je vous demande de revoir un peu le cours une seconde fois et de relever s'il y a lieu des erreurs, parce que comme vous avez vu, donc il m'a fallu quand même corriger certains indices, ça arrive. Voilà, donc on a terminé pour la cinématique du point. Donc pour la prochaine séance, il y a lieu de parler du solide, tout ce qui concerne le solide lui-même. Je vous remercie et à la prochaine, au revoir.